Bonjour à tous, bienvenue à ce baromètre de l'immobilier logistique. Je suis en compagnie de Didier Terrier, qui est le directeur général d'Arthur Lloyd Logistique. Bonjour. Bonjour Didier, et Louis-Marie Massaillon, donc, qui est chargé d'études également chez Arthur Lloyd Logistique. Alors c'est un baromètre de l'immobilier logistique que nous faisons ensemble régulièrement, tous les trimestres. Et nous allons donc aujourd'hui, comme à chaque fois, balayer un peu le marché de l'immobilier logistique. On va parler bien entendu de la situation du marché, qui est une situation un peu exceptionnelle, je dirais, cette année. Toujours. On va parler de la demande placée, de l'offre disponible, des valeurs locatives. On va aborder la question des régions, celles qui marchent bien, celles qui marchent un petit peu moins bien, le foncier, tout ça. On va parler des projets en cours, et puis un petit focus à la fin sur la logistique urbaine. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Mais au préalable, peut-être un petit mot, Didier, sur Arthur Lloyd Logistique. Arthur Lloyd Logistique, comme beaucoup d'acteurs de l'immobilier logistique, on a eu une année 2021 assez soutenue. On a commercialisé 600 000 m² auprès d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 missions depuis qu'on existe, puisque c'est une société qui existe depuis 10 ans. On a 3 bureaux. On a aujourd'hui 16 collaborateurs. On est, je vous le rappelle, à 100% immobilier logistique, et on est rattaché au réseau Arthur Lloyd, qui est un réseau de conseil immobilier d'entreprise implanté sur un peu plus de 70 villes, donc un très gros maillage du territoire. Voilà, donc cette équipe, elle est composée de consultants sur la partie investissement, ils sont au nombre de 3, donc dans le job est de revendre des immeubles investisseurs ou de revendre des immeubles développés par des promoteurs investisseurs, et puis une équipe de consultants qui, elle, est au nombre de 7, répartis sur 3 bureaux, Lille, Paris et Lyon. Et on a également avec nous Philippe Frerjean, qui, lui, vient du monde de la supply et un peu de l'immobilier, puisqu'il a été une époque directeur immobilier de Kuehne+Nagel, et qui est notre interlocuteur support sur toutes les problématiques que peuvent avoir nos clients, je dirais, sur le volet plutôt supply chain, et voire même le volet technique, puisque Philippe, dans le passé, a construit des entrepôts pour le compte de ces sociétés que sont entre autres Kuehne+Nagel, XPO, tous les 3 PL. Alors, je le disais en introduction, c'est une année vraiment exceptionnelle, cette année, même peut-être une année record, Didier. Alors, quand on parle de 2021, bien sûr. Je laisserai Louis-Marie en parler, mais juste, oui, c'est une année record sur le montant investis par le marché de l'investissement en immobilier logistique, puisqu'on est à 5 milliards, près de 5 milliards d'euros cette année. Donc au plan mondial, bien sûr. Voilà, au plan. Voilà. Et puis après, sur la partie demande placée, on est à 3,7 millions, donc on se rapproche du chiffre historique de 2017. Mais oui, on est vraiment dans la fourchette haute de ce qui s'est passé depuis 10 ans sur ce marché qui a pris toute sa place dans le monde de l'immobilier, et qui aujourd'hui attire, je dirais, les plus grands acteurs de ce marché. Donc on va laisser peut-être Louis-Marie là maintenant nous dresser donc un panorama complet de la situation ce premier trimestre 2022. Avec plaisir. Et puis on reviendra peut-être ensuite sur certains points pour les approfondir. C'est d'accord. Oui, donc on va peut-être d'abord se pencher sur les grands chiffres de l'immobilier logistique français du côté des utilisateurs, donc du côté de la demande placée. Sur cette page, en fait, vous pouvez voir un graphique de l'évolution de la demande placée depuis 2011 en France. Et effectivement, comme le précisait Didier, on est en 2021 un record, un quasi-record, donc avec 3,7 millions de mètres carrés placé en une année, soit la deuxième meilleure performance qu'on ait pu voir depuis 2011. Sachant qu'on a quand même un effet de rattrapage par rapport à l'année 2020, qui avait été bien naturellement une année un peu compliquée, étant donné le contexte sanitaire, avec notamment un premier confinement qui avait été marqué par un retard, par un blocage de toutes les instructions, permis de construire, statut ICPE. Donc on a cet effet de rattrapage. Mais plus globalement, c'est vrai que si on regarde le graphique, on a un marché de l'immobilier logistique qui a vraiment changé de nature en deuxième partie de décennie par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les années d'après-crise entre 2011 et 2014. Cela principalement parce que les acteurs de la grande distribution avaient commencé à revoir tout leur réseau de distribution en recentralisant leurs différents stocks sur des grandes plateformes. Donc ça, c'est une chose. Et également, évidemment, une pénétration importante du e-commerce.
Maintenant, si on regarde sur cette page un peu la répartition de la demande placée par grand secteur géographique, on voit qu'il y a une chose, on a des évolutions diverses selon les sous-secteurs, mais il y a une chose principale à retenir, c'est quand même un niveau record de volume placé en région lilloise, qui s'affirme ainsi comme le pôle le plus actif de la dorsale, avec 1,1 million de mètres carrés placés. Alors c'est vrai que l'année 2020 avait été quand même assez atone, mais là on est vraiment sur un effet fort de rebond. On avait eu un stock d'offres en fin d'année 2020 qui atteignait 639 000 m². Il a été divisé par 2 en 2021. Donc on est en fait sur une situation où l'offre, notamment de l'offre créée en blanc, a créé la demande en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant de relever. Ouais. Une évolution très nette en une seule année en fait. Et si on regarde sur cette page les parts de marché des grands secteurs géographiques français en termes de demande placée, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 secteurs donc, du nord de la France, donc la région parisienne et la région lilloise, qui concentrent plus de la moitié des volumes commercialisés. À l'inverse des secteurs historiques, le couloir rhodanien, ce couloir qui est formé par les pôles de Lyon et de Marseille, a un peu plus de difficultés avec une situation un peu persistante de manque d'offres, plus spécifiquement sur la région lyonnaise. Et d'un autre côté, le troisième fait important à relever, c'est un retrait des parts de marché des pôles secondaires. Ce qui est en fait, pour la première fois depuis 2017, leurs parts de marché sont en retrait. Ensuite, on a plus d'1 million de mètres carrés placés dans ces différents secteurs. On a des régions qui sont très bien portées, comme la région Grand Est ou la région Normandie. D'autres secteurs, comme la région orléanaise, qui ont connu une légère contre-performance, mais pour le cas d'Orléans, on a quand même plus de 200 000 m² qui ont été commercialisés, donc cela reste une bonne année. C'est des zones qui sont aussi un petit peu saturées, ça peut expliquer aussi le fait qu'elles sont un peu moins actives que les autres qui sont plus peut-être en développement. Ouais, on est sur des situations quand même assez variables sur les sous-secteurs. Vous avez sur cette page en fait la répartition de la demande placée par créneaux de surface en fait, et ce qu'on peut noter, c'est qu'on reste sur un marché qui est énormément porté par les transactions de grand volume. En 2021, on a eu 24 transactions sur les opérations de plus de 40 000 m². Donc on n'est pas tout à fait au niveau de 2017 ou 2016, mais on reste quand même sur une très bonne année. À l'inverse, il y a une contraction de la demande placée sur les opérations de taille intermédiaire. En fait. Ça, c'est quelque chose sur lequel on manque peut-être un peu de recul en ce moment, qui peut sans doute s'expliquer, mais voilà, on est sur un marché qui reste principalement porté par les opérations de grand volume. Et c'est ce qu'on peut voir sur la page qui suit. En fait, vous avez le top 10 le top 10 donc des principales transactions de l'année. Il y a 3 faits là aussi intéressants à relever. Le premier, c'est que 6 de ces 10 transactions ont eu lieu dans les Hauts-de-France, pas seulement dans le bassin minier, qui est pourtant le secteur un peu historique du XXL. On a eu d'autres choses dans des secteurs plus diffus. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que 4 des 10 opérations ont été effectuées soit pour le compte d'acteurs du e-commerce, qui aujourd'hui peuvent prendre des surfaces en direct, mais également passer par des prestataires logistiques. Et le troisième point, c'est que la grande distribution, qui est quand même un secteur historique de l'immobilier logistique français, elle n'a effectué qu'une transaction de plus de 60 000 m², à savoir Lidl à Saint-Augustin, donc dans les Hauts-de-France. Alors, ce qui est quand même significatif, c'est que si ces transactions les plus grandes se sont faites dans les Hauts-de-France, on espère et on pense qu'ils avaient besoin, tous ces utilisateurs, d'être positionnés dans les Hauts-de-France, parce que s'ils avaient voulu être dans une autre région, je ne pense pas qu'il y avait une région en France qui aurait pu les accueillir, puisque je ne connais pas d'opération, il n'y en a pas beaucoup, hein, et notamment sur les grands pôles, on va appeler ça les ex-grands pôles, qui étaient la région lyonnaise et un petit peu la région marseillaise. Il n'y avait pas la capacité pour trouver le foncier et trouver une opération de cette taille-là. Maintenant, on peut regarder un peu la répartition de la demande placée par grande catégorie de preneurs, donc les chargeurs et les prestataires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les prestataires connaissent une année, pour le coup, record, avec 1,7 million de mètres carrés commercialisés en un an. Donc ça, c'est quand même intéressant à relever. Les chargeurs n'hésitent pas à leur déléguer des problèmes qui parfois sont quand même assez techniques, assez poussés. Et donc, ils estiment donc, que les prestataires sont mieux à même de relever ce défi-là. Et en même temps, on est quand même sur un marché qui reste principalement animé par les chargeurs qui sont à l'origine de 54% des volumes placés. Et en même temps, on peut voir qu'il y a des évolutions contrastées selon ces différentes catégories de chargeurs, puisque pour la première fois, ça c'est un fait important à relever, c'est que la grande distribution passe en dessous des 500 000 m² placés.
Donc, en partie parce que, comme on vous le disait précédemment, en fait, un certain nombre d'entre eux ont déjà réorganisé leur réseau, même si on sait qu'il y a encore des projets en cours. Et aussi parce que, comme je vous le disais, ils n'hésitent plus à déléguer, en fait, à externaliser auprès de prestataires. Ça peut expliquer cette baisse. Et en même temps, cette baisse de la demande placée de la grande distribution, elle est contrebalancée par d'autres typologies d'acteurs qui, eux, sont extrêmement actifs par rapport à ce qu'ils ont pu connaître au cours des dernières années. C'est le cas des grossistes. On a un JJA qui a été très actif depuis plusieurs années maintenant. C'est le cas des industriels. Et c'est aussi le cas des e-commerçants, sachant que pour le cas des e-commerçants, ce qu'il est intéressant de relever, c'est qu'on a tout un écosystème de pure players très actifs, en fait, qui ne se résume pas nécessairement à la société américaine qu'on connaît tous, mais qui ont pris également beaucoup de surface. On peut penser à la Redoute, par exemple, sur le site de Yvalet-Cambrai. Quand on rajoute à cela tous les retailers qui font du e-commerce à travers des prestataires, on peut considérer que la partie e-commerce en mètres carrés placés, pure player plus prestataire, c'est la part la plus importante. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça continue d'avancer très rapidement. Oui. Sur cette page, on a voulu s'intéresser donc plus précisément à l'évolution de la demande placée de surface neuve par rapport à la demande placée totale en France. Ce qu'on voit assez nettement, c'est que c'est le principal moteur du marché. En fait, il y en a une véritable évolution entre la première partie de décennie et la deuxième. En fait, entre 2011 et 2015, on était en moyenne, la demande placée de surface neuve représentait en moyenne 43% de la demande placée totale. Entre 2016 et 2021, on est passé à 62%. Donc on a quand même eu une évolution là-dessus. Et sachant qu'il est plus difficile aujourd'hui de sécuriser des fonciers, où on a tous les objectifs de zéro artificialisation nette des sols, on peut se demander comment cela risque d'évoluer, en fait, sachant que les utilisateurs doivent d'ores et déjà reporter leurs projets sur des bâtiments d'ores et déjà existants, puisque le segment des bâtiments existants connaît lui aussi une très bonne année. C'est sa troisième meilleure performance observée depuis 2011. Et sur cette page, ce que vous pouvez voir, en fait, ce sont les fourchettes de valeur locative pour les entrepôts logistiques dans les grands pôles de la dorsale. Donc, on est sur des situations qui demeurent. Parfois, on a une constante en région lyonnaise. Donc, c'est la progression des valeurs locatives, donc résultat d'un manque d'offres. Donc, on est bien au-dessus aujourd'hui pour la classe A. Des 50 € du mètre carré. D'un autre côté, on voit une évolution plus marquée également en Hauts-de-France par rapport à ce qu'on avait pu voir. C'est ce qu'on vous disait sur la décroissance forte de l'offre avec une demande placée très active. Et aujourd'hui, pour la classe A, on atteint en moyenne, pour la fourchette haute, 47 € du mètre carré, sachant que ça pourra même aller au-delà dans des zones plus tendues à proximité directe de l'île. Et on a d'autres réalités plus diverses en région francilienne, qui est un plus grand marché, plus profond, avec une plus grande variété des catégories d'actifs. Voilà, donc avec des fourchettes locatives plus larges. Ça fait déjà en 2020, en 2021, pardon, on avait vu arriver cette hausse des valeurs locatives, qui en l'occurrence, c'est un phénomène qu'on a très peu vécu pendant les 20 dernières années, donc d'ailleurs qui était un peu reproché à ce marché. En 2020, d'ailleurs nous on l'a annoncé, que les valeurs locatives allaient monter parce qu'il y avait un contexte qui faisait qu'elles allaient monter. Aujourd'hui, elles s'affolent un peu. Donc je dis qu'elles s'affolent. Alors bon, jusqu'à quand le marché va rester cohérent, voilà. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, la hausse des valeurs elle est actée. Après, dans un phénomène comme ça, on peut voir arriver tout et n'importe quoi. Il y a des investisseurs qui, du haut de leur bureau à Londres, disent qu'il faut augmenter toutes les valeurs de 25%, que ça soit dans un immeuble digne de ce nom ou un vieil immeuble. Donc pour nous, brokers, c'est pas simple. On visite un immeuble le lundi, le jeudi, on nous demande, alors qu'on l'a fait visiter, de le louer à 4 € de plus. Oui. Bon, ça c'est une situation qui n'est pas facile à vivre pour nous. Après, je dis que nos bailleurs sont quand même des gens cohérents, mais oui, le marché s'affole. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit une véritable évolution du côté de l'offre. Sur cette page, vous avez l'évolution du stock d'offres disponibles sous 6 mois en France, à gauche dans les pôles majeurs de la dorsale, à droite dans les pôles dont on va dire qu'ils sont secondaires. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les pôles majeurs de la dorsale, on a eu quand même une décroissance de l'offre constante entre 2014 et 2018, puis une nette progression, notamment du fait de lancement de plusieurs plateformes
lancés en blanc, notamment dans les Hauts-de-France, qui ont donc trouvé preneur. Et donc, on a eu en 2021 une brusque baisse de ce stock d'offres, notamment expliquée par la baisse de l'offre en région lilloise et en région francilienne. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a plus de mal à trouver des opportunités pour des utilisateurs dans ces différents secteurs. Et une légère baisse, mais moins marquée dans les pôles secondaires de l'Hexagone. Et sur cette page, on vous a également représenté le potentiel de développement en France, qui atteint aujourd'hui 10,6 millions de mètres carrés. Pour préciser, on inclut des projets avec permis de construire ICPE obtenu et purgé, mais également déposés ou encore à déposer. Donc on a quand même la totalité des projets. Oui, il peut y avoir de la casse. Oui, exactement. Qui se concentre dans quelle région, ça, ce potentiel? Qui se concentre aujourd'hui principalement dans le nord de l'Île-de-France. Encore, oui. Ouais. Oui, l'Oise. Oui. Et puis toujours les Hauts-de-France, l'Oise, la Somme. Exactement, oui, tout à fait. Et sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est comme on a une réduction du potentiel dans les pôles majeurs, dans certains pôles majeurs de la dorsale, on peut penser au bassin minier pour les Hauts-de-France, on peut penser au sud et à l'est de la région parisienne. Aujourd'hui, les développeurs investisseurs doivent trouver des solutions à l'extérieur de ces grands pôles où il y a moins de tension foncière. Et c'est ce qui explique une progression assez marquée du potentiel de développement dans les pôles secondaires, donc à l'échelle du grand bassin parisien, en fait, dans la région Grand Est et dans la région orléanaise, et même dans les Pays de la Loire. Aujourd'hui, on a déjà des utilisateurs qui ont compris que si vous voulez un immeuble à une date à peu près cohérente, il fallait décaler le barycentre d'un certain nombre de kilomètres parce que dans la région qu'on a identifiée, c'est fini. C'est compliqué, on n'y arrivera pas. Donc on va aller vers les régions qui sont accueillantes. Donc on est en train de l'expliquer et aujourd'hui, c'est en train je dirais, d'être analysé et d'être compris par des utilisateurs qui voulaient être à Toulouse et qui vont peut-être aller à 80 km de Toulouse, parce qu'à Toulouse, c'est compliqué, par exemple. Ça augmente le nombre de kilomètres par jour et par kilomètre. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un dynamisme qu'on va retrouver si on examine de plus près le marché du blanc en France, qu'on rappelle ce que c'est. En fait, il s'agit du lancement d'une plateforme logistique sans qu'on ait d'ores et déjà identifié de preneur. Donc on lance le chantier sans être sûr d'avoir un preneur à la fin. Mais le fait est qu'il y a eu assez peu d'accidents au cours des dernières années, que c'est un marché qui a véritablement explosé. Trouver des preneurs, voilà. Depuis 2019-2020, on avait d'abord eu un commencement assez timide dans les années d'après-crise, et là, on a vraiment quelque chose qui s'est lancé. On devrait même avoir un record de lancement sur l'année 2022, d'après ce qu'on a identifié. Et sachant que donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement à un total, sur ces dernières années, de 60 bâtiments livrés pour un total de 2 millions de mètres carrés. Oui, on n'a jamais connu un tel engouement pour le blanc. L'année du blanc. Mais la principale caractéristique, c'est que le blanc permet à un utilisateur d'être dans un immeuble à une date. Donc aujourd'hui, c'est devenu significatif et c'est devenu impératif pour un utilisateur de dire « je sais que cet immeuble de 30 000 m², je serai installé en opérationnel tel ». Ce qui n'est pas le cas sur les développements, puisque aujourd'hui, pour arriver à développer un immeuble logistique, le temps que ça prend, on n'est pas à l'abri d'un recours. Voilà. Bon, donc du coup, aujourd'hui, les opérations qui ont été lancées en blanc, elles ont un succès auprès des utilisateurs et auprès des investisseurs, parce qu'ils savent qu'ils achètent un immeuble qui va se commercialiser. Mais c'est un prestataire logistique qui nous disait qu'aujourd'hui, c'est peut-être leur premier critère, de dire à quel moment on peut être opérationnel dans un immeuble. Parce que sinon, on peut être bloqué par une autorisation. Oui, un recours qui bloque tout et qui décale votre arrivée dans l'immeuble avec les contraintes que ça peut avoir. Donc le blanc, même dans des endroits un peu exotiques, parce que avant le blanc ça avait du sens uniquement quand on était sur la dorsale dans un marché de sous-offre. Aujourd'hui, il y a du blanc qui est en train de se commercialiser en ce moment dans des endroits où il y a 20 ans, on n'a jamais été. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au niveau des chiffres sur cette page. On voit que les investisseurs, développeurs sont d'abord cantonnés effectivement dans les pôles majeurs de la dorsale et dans les pôles majeurs, dans les endroits les plus sécurisés, et également dans les endroits très sécurisés à l'extérieur de ces dernières, par exemple le Havre. Et ce qu'on peut voir au fur et à mesure des années, c'est qu'ils ont diversifié leur positionnement à l'extérieur de la dorsale. On a eu la région orléanaise, la région bordelaise, l'Occitanie,
la région orléanaise, le Grand Est. Donc on a tous les théâtres géographiques qui sont couverts. Et en même temps, à l'intérieur même des pôles de la dorsale, pour le cas de l'Île-de-France, on n'hésite plus à aller aujourd'hui du côté de Beauvais ou de Montereau au sud. On n'hésite plus en région lilloise à aller dans le secteur d'Amiens. D'abord, ça a été dans le Valenciennois, mais aujourd'hui, on va plus au sud. En région marseillaise, on remonte à Avignon aujourd'hui. Donc, on a une véritable diversification géographique des implantations, des projets. Et sur des tailles significatives, puisqu'aujourd'hui, des opérations en blanc sur des immeubles qui font autour de 100 000 m², on en a un certain nombre. Ouais. Alors que le blanc, moi j'ai connu le blanc au début des années 2000, à l'époque où ce marché était assez dynamique, mais on était sur des immeubles qui correspondaient à la taille du marché, à savoir entre 20 et 30 000. Mais, alors qu'aujourd'hui, on est sur des plateformes, on en a à Beauvais, on en a à Blaincourt, on en a dans les Hauts-de-France, on en a... voilà, on est sur des... Puis on était frileux. Enfin, le blanc, c'était... Bon, oui. Il y avait un pari, il y avait une prise de risque. Oui, il y avait une prise de risque. On savait que le business allait très vite, donc on anticipait un petit peu. Il n'y avait pas la contrainte d'aujourd'hui qui est celle de pouvoir développer du foncier, qui est une vraie contrainte et qui favorise le blanc. Mais voilà, le risque aujourd'hui est beaucoup plus limité. On a un marché de la demande qui n'a jamais été aussi actif, avec un e-commerce qui se développe énormément, et des collectivités qui bloquent les développements de l'immobilier logistique. Donc c'est sûr que le blanc, c'est l'Eldorado en ce moment. Et quels sont les promoteurs qui font du blanc aujourd'hui, tous ? Oui, aujourd'hui, ils ont tous compris qu'il fallait faire du blanc. Parce que le principe pour un promoteur de vendre en blanc, c'est de le vendre un peu moins cher que s'il le vend loué et sécurisé. Mais le taux de capitalisation entre le blanc et le sécurisé est en train de se réduire à tel point que aujourd'hui, les promoteurs, plutôt que de perdre un permis et une ICPE qu'ils ont obtenu à la force du poignet, ils sécurisent et ils vendent en blanc. Donc tous les promoteurs sur ce marché ont compris, ils sont en train de le comprendre. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, ils y arrivent. C'est vrai qu'on a une véritable évolution au niveau des tailles de surface envisagées par les développeurs investisseurs. Au début, on était plutôt sur des surfaces de taille intermédiaire. Aujourd'hui, on n'hésite pas à aller sur des très grands volumes, ce qui est logique puisqu'on est sur un marché qui, de toute façon, des utilisateurs qui est très animé par les preneurs de surfaces de grands volumes. Donc il y a une véritable corrélation entre la demande et l'offre à ce niveau-là. Maintenant, on a voulu aussi également vous donner un rapide coup d'œil sur le marché de l'investissement en France, qui est un marché, comme le disait Didier au début de l'intervention, extrêmement actif, puisqu'on est sur un record là aussi au niveau des volumes investis dans l'immobilier logistique français. On est à un niveau de 5 milliards d'euros. En 2018, on était à 2,7 milliards, donc on a quand même une évolution assez marquée de ce côté-là. Et en 2012, 1 milliard. En l'espace de 10 ans, on est... On voit la courbe. Ouais. Sachant qu'on est sur un marché où il y a énormément de liquidités sur le segment de l'immobilier d'entreprise. Et comme l'immobilier logistique est une classe d'actifs qui a relativement bien résisté à la crise sanitaire, avec un marché... le bureau, voilà, oui, c'est clair. C'est actif. On a des investisseurs aussi qui cherchent à diversifier un peu leur patrimoine et donc qui n'hésitent pas à prendre aujourd'hui des positions fortes sur le marché français. C'est comme ça qu'on a eu 6 transactions de plus de 200 millions d'euros sur la seule année 2021. Notamment dans le cadre de sale and leaseback, on a des utilisateurs qui aujourd'hui vendent leur patrimoine immobilier et en restent locataires. Ça a été le cas d'Auchan, par exemple, sur l'année 2021. Ça avait été le cas de Jackie Perreno en 2020. Donc on a ces opérations-là. Et la conséquence logique de cette concurrence accrue des investisseurs entre eux, c'est une compression forte des taux de rendement pour les actifs les plus sécurisés. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette courbe, puisqu'aujourd'hui, le taux prime en immobilier logistique, il descend à un niveau de 3%, ce qui est du jamais vu, en fait. Ouais. Voilà. Un petit focus sur la logistique urbaine. Alors, la logistique urbaine, c'est un marché qui est en train de naître. Je parle au niveau de l'immobilier, parce que la logistique urbaine, elle avance à son rythme. Et nous, en immobilier, on découvre un peu ce marché. Alors, certains de nos confrères ont considéré que c'était le marché des locaux industriels ou du last industriel. Nous, on n'en est pas convaincus, puisque la logistique urbaine, on la retrouve dans des commerces, dans des parkings, également dans des locaux industriels, en centre-ville ou en périphérie. Donc voilà. Donc nous, pour l'instant, on a mis en place ce département il y a 1 an. On est en train de le renforcer. Notamment, on prépare une étude qui va être diffusée au marché d'ici quelques semaines, 3-4 semaines, je crois. Parce qu'on a décidé d'analyser en profondeur, je dirais, les mouvements et surtout les profils de ces utilisateurs. On sait qu'il y a des contraintes qui façonnent cette logistique urbaine pour l'immobilier
on parle de contraintes réglementaires, de contraintes urbanistiques, de contraintes physiques, de contraintes de voisinage. Enfin, il y a tout un environnement qu'on découvre et qui fait que voilà, l'immobilier en logistique urbaine, on n'est pas sur un produit banalisé comme on l'a en logistique XXL ou même traditionnelle. Donc, c'est une logistique qui se réinvente, quoi, oui. dire. Alors, après, pour les chiffres, c'est là où il y aura une complexité à donner des chiffres qui correspondent à l'immobilier en logistique urbaine, puisqu'il y a des chiffres qui vont se confondre peut-être avec du bureau, avec du commerce. Donc, voilà, nous, on regarde tout ça, on observe, on a fait des transactions dans Paris, notamment une significative avec un opérateur qui s'appelle Sigro, qui est déjà bien dans ce marché. On est aussi on étudie des montages d'opérations, toujours en centre-ville, avec des promoteurs, pour de la logistique non plus du dernier kilomètre, mais pratiquement piéton. Enfin, voilà, voilà. Donc je pense que voilà, c'est l'immobilier qui va s'adapter, je dirais, mais pour donner des chiffres sur le marché de la logistique urbaine en immobilier, il va falloir attendre un petit peu. Oui, je crois que tout le monde en est à peu près au même point. C'est vraiment un marché qui se découvre, là, on est en plein dans le... on défriche encore. Je crois que tous les acteurs en sont à se demander comment les choses vont se dérouler, avec peut-être quand même une attente de la part des pouvoirs publics de réguler un petit peu ce qu'on entend par logistique urbaine, parce que pour le moment, cette définition de la logistique urbaine reste encore assez floue, mal encadrée. Elle est un peu improvisée, j'allais dire même bricolée dans certains domaines, avec quand on voit des locaux qui sont plus ou moins insalubres, des parkings plus ou moins improvisés, où on éclate quelques palettes. Là, ça a l'air vraiment, pour le moment, on a vraiment l'impression que on en est au premier balbutiement, en fait, c'est ça. Les acteurs arrivent de toutes parts avec des profils différents. Il y en a pour qui la priorité, c'est l'emplacement, donc dans Paris, d'où la prise de locaux complètement... bref. D'autres qui arrivent en périphérie proche des villes et qui vont après commencer à prendre leurs emplacements. Enfin, on voit de tout. Enfin, nous, on est vraiment très collés aux utilisateurs, dont une grande majorité ce sont des startups. Parce qu'il y a bien évidemment les 3PL qui accompagnent, je dirais, leurs clients sur cette logistique urbaine, mais il y a aussi des nouveaux entrants qui connaissent absolument rien, ni à la logistique, ni à l'immobilier, mais qui deviennent des clients. Donc voilà, je crois que tout le monde avance, tout le monde observe, et après effectivement, quant au pouvoir public, il faudrait qu'il soit peut-être un peu force de proposition. Il va falloir un moment qui s'intéresse à la question. Exactement. Alors, quels sont les grands enseignements, Didier, qu'on peut retirer de cette brillante présentation ? Les grands enseignements, c'est qu'on a un marché dynamique, un marché qui s'affole un petit peu, comme je vous l'ai dit, par rapport à une offre qui est de plus en plus restreinte, et donc des valeurs qui sont tirées vers le haut. Alors les valeurs tirées vers le haut, je vous rappelle qu'en France, on a une fiscalité qui est aussi très pénalisante sur l'immobilier. Donc quand vous rajoutez des valeurs locatives à la hausse et une fiscalité qui s'est pas amoindrie, jusqu'à quel moment ça va pouvoir continuer à fonctionner ? Je note quand même que ça n'empêche pas certains grands acteurs de revenir sur le territoire national, comme SEB, par exemple. Oui. Alors, SEB, c'est une... je ne pourrais pas parler à la place de SEB, mais le SEB, c'est le regroupement d'activités qu'ils avaient dans le centre de la France et en Allemagne. Donc, le positionnement de Lille, effectivement, des Hauts-de-France, était un bon positionnement. On aurait pu les retrouver aux Pays-Bas et en Belgique, de l'autre côté de la frontière. Un fleuron de l'industrie française a fait en sorte que ils se sont positionnés ici. Mais effectivement, on aurait pu les imaginer de l'autre côté. Et je peux vous dire que nous, pour avoir travaillé sur ce sujet de SEB, nous avons donc sourcé des opérations aux Pays-Bas et en Belgique pour avoir un panel le plus large possible pour notre client. Oui, la fiscalité n'est pas comparable. Ouais. Alors je retiens aussi donc la grande année du blanc, là, avec des projets en blanc un peu partout, et puis cette conséquence en fait de cette situation toujours très compliquée d'obtenir des autorisations, des ICPE, et le problème des recours aussi qui peuvent toujours se produire et retarder des projets. Voire même les faire capoter parfois, parce que
quand c'est un recours sur un ICPE, c'est le préfet qui est attaqué. Bon, ça devient compliqué. Ouais. Un promoteur attaqué, il va essayer de se défendre, il va essayer d'avancer, il va essayer de... Bon, quand c'est au niveau du préfet, on a tendance à baisser les bras rapidement. Ouais. Donc, oui, c'est pas... On n'est pas à l'abri, et c'est pour ça que le blanc fonctionne, et c'est pour ça qu'il y a une prime au bâtiment existant, parce que le bâtiment, il existe, on sait qu'on va rentrer dedans. Et alors, le retrait des zones secondaires, comment ça s'explique, ça, le retrait des zones secondaires? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, un phénomène durable, une tendance, ou alors c'est plus ponctuel, conjoncturel? C'est un retrait à nuancer, en fait, puisqu'on est quand même en 2021 sur un niveau supérieur de 20% à la moyenne de la demande placée décennale dans ces différents secteurs. Ensuite, ça va dépendre des années. On a tel secteur qui va être plus actif qu'un autre. On sait que typiquement que pour la région orléanaise, on a un certain nombre de projets de développement de grands volumes dans ces secteurs. Aujourd'hui, le potentiel de développement dans le sud et dans l'est de l'Île-de-France, il est quand même assez compliqué. On est quand même assez confiant dans la capacité de ces secteurs à trouver, à identifier des preneurs assez rapidement. La région orléanaise, ça reste quand même un barycentre à l'échelle française. Et aujourd'hui, effectivement, on a différents secteurs. Donc la Normandie qui a été animée par une transaction de très grand volume sur un bâtiment lancé en blanc, d'ailleurs, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces différents grands secteurs géographiques, c'est plutôt une contre-performance temporaire, mais qu'au vu de l'appétit des utilisateurs pour le marché français, on a quand même encore des mouvements des acteurs de la grande distribution, on a des nouveaux entrants qui veulent arriver sur ce marché, on a toujours un travail de rationalisation, on a des chargeurs qui ont toujours le réflexe de se dire est-ce que j'externalise, est-ce que je reprends en propre. Donc voilà, les fondamentaux du marché des utilisateurs français, ils sont quand même assez solides. D'accord. Dernière question, comment se présente 2022 2022... Sur la lancée sur le marché de l'investissement, même si on pense que les taux bancaires vont peut-être remonter, puisqu'on a quand même des informations qui nous laissent supposer. Non, le marché de l'investissement, il est toujours aussi actif. Et puis côté utilisateur, non, on est vraiment sur la lignée de 2021. Il y a encore beaucoup de dossiers importants en gestation. Avec toujours, malgré tout, ce frein persistant qui est la disponibilité du foncier et des zones qui sont de plus en plus difficiles. Donc il y a beaucoup de gros dossiers qui sont en train de se positionner sur des bâtiments en blanc, qui n'étaient pas forcément sur des secteurs qui avaient été désignés pour mettre cet immeuble, mais c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, quand il y a un sujet et qu'il y a un besoin, on va aller voir la solution concrète. Même si elle est à 50 km. Même si elle est à 50 km. Ok, voilà. Très bien. Merci à tous les deux pour ce panorama, ce baromètre. Et on se retrouve dans 3 mois. Oui, 3-4 mois, c'est ça à peu près. Parfait, très bien. Okay. Merci à tous les deux. Merci à vous.